On a mené un certain nombre de chantiers depuis ces quelques mois, toujours dans une visée pratico-pratique, pragmatique. Et donc là, on termine juste là, puisque le livrable est prêt, finalisé, le sujet du maintien en condition de sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de ces travaux? C'est vraiment un travail conjoint entre la filière industrielle et les opérateurs utilisateurs des systèmes industriels. Quelque chose de pratico-pratique sur le maintien en conditions de sécurité. Et on le disait encore juste avant dans le cadre de la table ronde, dans le cadre du CERA, voilà, c'est un peu disruptif dans notre secteur, ce sujet du maintien en conditions de sécurité. Mais finalement, c'est quand même essentiel parce que à quoi bon faire des systèmes well secure pour mettre en service et puis après les regarder pendant 30 ans dépérir tout seul, ça n'aurait aucun sens. Donc, ce sujet du MCS, il est vraiment essentiel, mais il est complexe, puisque système complexe, mise à jour complexe, démonstration complexe, validation complexe. Et donc, ce qu'on a tâché de faire dans ce livrable qui fait une trentaine de pages et qui sera très bientôt disponible à tous, c'est de définir dans le secteur quels sont les points clés à regarder, quels sont les points euh, de priorisation, quels sont les points pratiques et quelque chose vraiment qui soit utilisable par tous et qui évitera projet par projet de refaire l'histoire du MCS à chaque fois. Et donc, ben, finalement, bon, ok, les termes, les vocabulaires, ça c'est évident, mais les activités essentielles, finalement, si dans l'ensemble de l'écosystème industriel et opérateur, quand on dit le MCS, c'est telle activité, tel input, tel output, telle personne dans le RACI est responsable de, vérifie, est informée, contribue, ben, finalement, quand on s'est dit tout ça, il n'y a pas besoin de réinventer la poudre à chaque projet, il y a juste besoin de se dire, ben, dans ce projet-là, je vais avoir ce niveau d'exigence. Dans ce projet-là, je vais avoir cette activité-là appliquée sur tel composant. Et après, il n'y a plus qu'à dérouler. Et c'est vraiment le côté pratico-pratique de ce qui est proposé ici avec voilà, les activités, des modèles types et la façon d'adresser les choses de manière optimisée, notamment autour des cybercritical assets. Les fameux cybercritical assets. Donc, qu'est-ce que sont les cybercritical assets? En fait, comme l'a dit Quentin, on fait des projets qui sont assez complexes, assez vastes, sur lesquels en fait on a plein de composants numériques. Et l'objectif de MCS, c'est d'essayer d'identifier les composants numériques qui nécessitent un patch. Parce que le problème, c'est que si on vient à vouloir tout patcher, la problématique principale qu'on a, c'est la validation en fait. Parce que si on patch, il faut valider. Si on valide, les cycles de validation chez nous étant ce qui sont relativement longs, en fait, on se retrouve à jamais déployer puisqu'on va passer notre temps à valider, ce qui génère du coût chez l'industriel et accessoirement chez l'exploitant. Donc, on essaye de regarder par rapport à une cartographie du système qui est quand même, on va dire, le b.a-ba ou le point d'entrée principal et l'analyse des risques, de se dire, OK, en fait, il y a des composants qui sont très enfouis dans le système et qui n'ont pas forcément une importance capitale. Donc, on va essayer d'identifier la liste des critical assets par rapport à un certain nombre de critères qui vont être les composants les plus exposés. Donc, je dis n'importe quoi, par exemple, des firewalls de la DMZ d'entrée dans le système industriel, par exemple. Des composants qui vont assurer des fonctionnalités de cybersécu. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, allez encore au hasard, un bastion ou un serveur de rebond par lequel en fait toutes les connexions entrantes en dehors du système passent, pour lequel en fait il y a un intérêt effectivement qu'ils soient à jour, que les vulnérabilités soient traitées. Et puis voilà, tous les composants de protection physique et ou tous les composants qu'on estime être strictement nécessaires ou ayant un impact important sur la disponibilité du système, sa sécurité, voilà, son intégrité éventuellement. Donc c'est vraiment l'objectif et l'idée en fait on va dire du modèle de contrat qu'on a fait, parce que c'est quasiment ça en fait, c'est quasiment un modèle à déployer, c'est d'identifier en entrée la liste des CCA sur lesquels ça va s'appliquer, la durée sur laquelle ça va s'appliquer et dans quel modèle on est. Est-ce qu'on est dans un modèle où on gère tout ou est-ce qu'on gère plus ou moins d'activités? Est-ce qu'on fait que de la veille? Est-ce qu'on fait aussi du traitement? Est-ce qu'on va jusqu'à la validation et l'intégration pour le client? Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les CCA. Donc finalement, quand on s'est dit ça, et le fait que ça soit quelque chose de pratico-pratique pour aider à la contractualisation au sein des projets, bah, finalement, c'est aussi potentiellement une clé de réponse à notre
potentielle relation B2B agreement de l'annexe 1, part 2.8 de notre ami Cyber Resilience Act. Mais c'est aussi de toute façon quelque chose de pragmatique. Il faut demain qu'on arrive à être dans l'intention du législateur, si on parle du CRA, ou dans l'intention de l'opérateur, si on parle de la gestion des risques, c'est de faire les choses utiles, à un coût utile, et avec un ratio gain cyber et investissement, que l'on parle du développement, de la validation du correctif et du déploiement, puisque le déploiement, ce n'est pas non plus complètement anodin en termes de coûts. Et derrière ça, effectivement, bah là, on va avoir tous nos tableaux d'activité, input, output, hein, on l'a déjà dit, et ça va vraiment, enfin, on y croit fortement, aider à contractualiser tout ça. On avait déjà ça sur la table avant, le CRA. C'est pas lié au CRA, mais finalement, ça sera certainement un élément de réponse, moi, on l'espère. Ouais. Donc, comme l'a dit Quentin, l'objectif, c'est quand même d'arriver avec un livrable qui a été terminé récemment, qui est dans sa version 1, pour lequel il reste probablement encore quelques cycles de revue à réaliser, mais pour lesquels on a quand même fait un cycle de revue déjà au sein du GE, mais aussi au sein des entreprises qui participent au GE, ou en tout cas principalement, en tout cas dans ces entreprises-là. L'idée, c'est de publier cette note de MCS, qu'elle soit mise à disposition du plus grand nombre et par le secteur comment dire, récupérer aussi un certain nombre de retours sur celle-ci, et puis d'aller vers, on va dire, une normalisation, puisque comme l'a dit Quentin, ça rentre en résonance avec des sujets de CRA, avec des sujets de standardisation sur la 64 par exemple. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'utiliser cette note-là en disant, voilà, pour la France, il y a un consensus qui a été réalisé entre les exploitants et les industriels. Ce consensus, il a été enregistré dans cette note-là, donc qui a été traduit en anglais, puisque malheureusement tout le monde entier ne parle pas français, donc il va falloir aller vers donc l'européen avec cette note-là. Donc voilà, pour la France, globalement, voici l'état de ce qui a été produit. Et donc, naturellement, quand on dit qu'on va maintenir des systèmes en conditions de sécurité, il faut qu'on sache ce qu'on va maintenir. On disait déjà tout à l'heure, à la base, c'est la cartographie et l'inventaire. Donc là, c'était le chantier précédent sur lequel on a travaillé sur le contenu, le fond, les champs, les nécessités d'informations qui étaient à utiliser. On commence, enfin, en tout cas dans plusieurs projets, et côté industriel et côté opérateur, à utiliser ce template de cartographie et d'architecture. Et ben, là, on rentre dans une phase où il apparaît nécessaire quand même d'outiller les choses, hein, puisque forcément, on est souvent dans du 1 pour N quand on a des composants dans un système, et on le disait, dans le secteur ferroviaire, chez nous, il faut raisonner systémique et pas composants individuels, sinon on perd le fil et l'intention de cybersécurité. Et donc, du coup, ben là, la démarche, la démarche, elle est d'outiller tout ça. Donc, voilà. Donc on va dire que l'objectif principal, c'était vraiment d'essayer, enfin, de faire un outil de cartographie dans lequel, idéalement, quand on a une vulnérabilité, on puisse faire un contrôle F pour essayer de trouver sur le système qu'est-ce que ça impacte. On a fait un premier, on va dire, draft POC de cet inventaire, de cette cartographie, sous un format d'un fichier Excel qui en fait définit très bassement un modèle de données qui est applicable au GE, donc en gros au transport urbain et ferroviaire. Et ce fichier Excel, ça reste un fichier Excel, donc on ne parle pas d'un outillage incroyable, mais c'est de le rendre, voilà, c'est de le rendre un peu plus incroyable, parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'on a essayé de le mettre on va dire à l'épreuve du feu d'un certain nombre de projets pour vérifier que les champs, les attributs étaient utilisables, qu'il nous en manquait pas et qu'on avait un petit peu l'intérêt qui était recherché. Maintenant, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'être capable d'aller jusqu'à effectivement la fonction où on a une CVE et on est capable d'aller faire un contrôle F sur cette CVE-là qui va nous dire, OK, voilà où est-ce que le système va être impacté, et donc pouvoir
confronter ça à l'analyse de risque et prendre la décision, parce qu'in fine, c'est ça. Est-ce qu'on patch, est-ce qu'on patch pas? Est-ce que c'est urgent, pas urgent? Est-ce qu'on peut vivre avec, pas vivre avec? Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif principal de cette cartographie. Voilà. Peut-être avant de... On va vous garder juste un instant pour voir s'il y a des questions, soit dans la salle, soit chez les personnes qui sont à distance. Alors, je vais regarder si soit il y a des questions à l'écrit ou à l'oral. Est-ce que dans la salle, déjà, il y a des questions sur le sujet? Oui. Parce que c'est une question qui s'est posée chez nous, à savoir, est-ce que c'est simplement j'ai un logiciel au sens large dans lequel il y a en fait 8 composants open source? Est-ce qu'on descend jusqu'aux librairies? Jusqu'où vous descendez dans le SBOM? Parce que typiquement, une CVE, ça peut être sur une lib qui est linkée dans plein de choses. Et je serais curieux de connaître le résultat de notre Alors, travail. nous, aujourd'hui, avant même les problématiques de cybersécurité, on a des problématiques de gestion de licence. Parce que tout ce qui est third parties, dans le sens large, nécessite quand même de vérifier qu'on a le droit de les utiliser dans le cas de contexte d'utilisation. Donc, bien avant les problématiques de cybersécurité, on avait des obligations de déclaration à une granularité très fine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, parce que des changements de licence dans le secteur de l'industrie IT, ça arrive très fréquemment. Et dans l'open source. Et dans l'open source aussi. Donc en fait, la difficulté, c'est justement de suivre le sujet, on va dire, un peu légal, plus que la problématique vraiment cyber. En fait, nous, nos outillages de SBON côté industriel, ils sont déjà à des niveaux de granularité vraiment très fins. Donc on suit des DLL, on suit des libs, on suit des third parties, on suit vraiment à peu près tous les niveaux de granularité qu'il y a. Et après, au niveau cybersécu, ce qui est vraiment important, c'est de regarder au niveau des CVE l'impact que ça va avoir sur le système. Parce que la problématique, c'est que si on prend un système d'automatisation de ligne, par exemple, qu'on a avec la RATP, si on prend le nombre de logiciels qu'il y a, il y en a des centaines, quoi. Donc, si on regarde toutes les CVE tout le temps, on va en recevoir des centaines ou des milliers par mois, quoi. Faire un pot plissot. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout patcher. Déjà parce que ça va trop vite. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller regarder les CVE et de contextualiser ces CVE. C'est la première chose à faire. Et ensuite, il va y avoir une règle un peu au travers de ce qu'on a écrit dans le template de MCS qu'on a fait, qui va définir, en gros, à partir de quel niveau et sur quel composant c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de drops, parce qu'on ne va pas être intéressé, mais sur le papier, on a tous les niveaux, Donc, on va être notifié parce qu'on a fait cette réalisation déjà légale, et ensuite parce qu'en fait, on lit ce SBOM qu'on a fait pour des problématiques légales sur la partie cybersécurité. Et pour nous, en tout cas industriels, on va dire, c'est l'input de déclaration légale, c'est l'input de la cybersécurité. Sachant qu'on mettait dans le slide /SBOM, parce qu'effectivement, le point de départ, c'est le SBOM. SBOM, voilà, Cyclone DX, il y a même un super petit papier du BSI associé au CRA qui parle pas mal bien du SBOM aussi, pour ceux qui veulent aller faire un peu de littérature sur le site du BSI. Le SBOM, c'est effectivement librairie, etc. Là, on a cette logique software et dépendance. Mais ça va au-delà dans ce qui est proposé dans le cadre de Carto Inventaire, parce qu'on intègre aussi la dimension hardware, parce que finalement, le hardware, c'est aussi un élément important. Les interfaces physiques, les flux, parce qu'on ne va pas adresser de la même façon une vulnérabilité suivant les interfaces et les flux, et on va même jusqu'aux parties prenantes sur les interfaces. Parce qu'une interface qui va subir une vulnérabilité, si c'est une partie prenante insider, opérateur, avec une protection, on prend en compte aussi la protection physique, avec une protection physique qui, par ailleurs, avec un lecteur de badge, blabla, etc., on ne va pas l'adresser de la même façon que si c'est la même vulnérabilité sur la même interface logicielle, mais qui est accessible en remote à 3 tiers mainteneurs qui se trouvent à l'autre bout du monde. Et donc, du coup, il y a bien cette logique globale qui n'est pas uniquement juste la CVE au départ en disant « Oh là, fini 9.9, on arrête tout ». C'est bien l'objectif de contextualiser par rapport à son utilisation dans le système, parce qu'on est système ferroviaire, et en lien avec la protection physique, les parties prenantes, et donc vraiment contextualiser la réalité de la CVE qui est à 9.9 et qui fait hérisser les poils de tout le monde, et qui finalement, à la fin, c'est peut-être juste rien du tout. Mais c'est peut-être 9.9 aussi, donc juste ça va.
Une deuxième question, oui. Bonjour, moi j'ai une question orientée, parce que je suis un éditeur logiciel de cryptographie. Voilà, donc, la question est forcément un petit peu orientée. Cryptographie et notamment, donc PKI, CLM, et notamment des outils de découverte et d'inventaire automatisés d'assets cryptographiques. Donc ma question, est-ce que dans votre approche, vous avez envisagé l'utilisation d'outils d'automatisation, justement pour découvrir, détecter ces assets cryptographiques, ces clés qui traînent un petit peu partout, qui ne sont pas forcément protégées des fois dans des HSM. Dans les HSM, l'utilisation encore de crypto un peu vieillissantes, SHA-1, MD5, ce genre de choses, il existe des outils automatiques. Est-ce que ça fait partie de votre approche potentielle? Alors, moi, juste pour info, dans le monde ferroviaire, on fait beaucoup de documentation théorique en amont sur ce que le système doit être. Et en fait, ces phases-là, elles sont quand même assez longues, puisque on va dire l'exécution d'un projet, ça va être entre 5 et 10 ans, on va dire, avant la mise en service. Et puis après, il y a les fameux 30-40 ans dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure, à partir du moment où on a mis en service. Donc en fait, on écrit beaucoup de documentation, ce qui est très rare sont les gens qui ont commencé un projet et qui vont le finir vu la durée. Donc en fait, on a besoin de semer beaucoup de documentation. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a un peu deux phases. C'est pour ça que je vais parler de la phase industrielle et puis je laisserai Quentin parler de la phase plutôt opérateur/exploitant. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre système, il est figé. On sait ce qu'on va livrer, on connaît on va dire, ses interactions, ses interfaces. Sur le papier, il doit être exactement comme il a été fait. Voilà. Et donc, en fait, voilà, exactement. Et donc, comme la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas, nos clients, qui sont accessoirement exploitants, peuvent effectivement avoir cet intérêt de vérifier que ce qui a été écrit, effectivement, est ce qui se passe. Ils le font. Et ils le font. Et donc là, pour le coup, va rentrer en phase une autre partie, donc c'est à Quentin, qui est effectivement les outils de discovery, etc. Et qui ne va pas être fait par les industriels parce que nous, on est supposé, et on le fait, maîtriser notre système et dire voilà comment ça se passe, voilà où sont les clés, voilà comment ça fonctionne, etc. C'est validé en amont et ensuite on déroule ça. Et puis après, il y a une vérification de contrôle pour s'assurer que c'est bien comme ça parce que ça va être maintenu pendant 30 ans. Donc si dans la doc, on a dit que c'était là et qu'en fait, c'est pas là, ça pose plus un problème de l'autre côté de la barrière. Et du coup, si on bascule sur le côté exploitation, je vais donner deux formes de réponse. La première réponse sur l'aspect discovery qui pourrait répondre à de la mauvaise maîtrise, de la méconnaissance ou du shadow ou ce genre de choses. C'est pas vraiment une problématique. En fait, le produit, quand il est livré ou même quand il est maintenu, il est hyper documenté. Mais il est hyper documenté avec un écosystème de documentation. Peut-être à terme, on met tout ça dans un LLM et puis ça va tout sortir magiquement, mais c'est hyper documenté. Mais le problème, c'est que c'est tellement hyper documenté que la logique du contrôle F à laquelle on cherche à répondre dans la logique d'inventaire cyber, ben, ça demande de mixer des informations de partout qui sont finalement à un moment tellement trop étoffées qu'on ne retrouve plus nos petits. Mais pour le sujet de la cryptographie, effectivement, on a maintenant des systèmes qui sont designés avec de la cryptographie présente, avec des clés, avec des cycles de renouvellement, etc. Et là, toute cette dimension CLM, cette dimension gestion, bah, oui, du cycle de vie, du remplacement, la révocation en cas de, si on prend un exemple, voilà, il y a des postes de maintenance qui disposent de contrôle d'accès au réseau, le poste de maintenance est perdu, bah oui, effectivement, si on ne révoque pas la clé du poste de maintenance, en fait, à quoi bon avoir mis une protection d'accès au réseau? Donc tout ça, c'est effectivement processé en phase du design des systèmes. Et ça, c'est dans la phase de maintenance où, ben voilà, si ça doit être changé tous les 3 ans, là, c'est changé tous les 3 ans, c'est planifié, machin. Mais par contre, on n'a pas trop la difficulté de discovery, shadow, etc. Parce que finalement, les systèmes, ils sont quand même connus et maîtrisés. Et on n'a pas attendu la cyber pour avoir de la gestion de conf et savoir ce qui est installé sur nos trains, heureusement. C'est juste qu'aujourd'hui, la gestion de conf telle qu'elle est faite sans le mindset cyber ne permet pas le contrôle F d'une CVE de manière évidente. Et c'est cet aspect-là qui a été travaillé dans le chantier, plus que le sujet voilà, contrôle CLM, mais qui est un réel sujet quand même, puisque nos systèmes maintenant. Je vous propose de passer peut-être au deuxième chantier, si ça vous va. Merci beaucoup pour la présentation.
On va parler du chantier PAX. Je vais appeler Emeline Vidal de la RATP et aussi Pascal Cousin de la SNCF. Même chose, je vais vous laisser la souris pour pouvoir déplacer les slides. Ça se passe ici. Et je vous laisse la scène. Merci. Je me présente, donc Emeline Vidal. Je fais partie de l'unité cybersécurité du groupe RATP, plus particulièrement dans l'unité gouvernance. Et donc, j'accompagne les entités sur tout ce qui est notamment en lien avec la gestion des tiers. Et donc, on participe à ce groupe de travail depuis maintenant quelques mois. Pascal Cousin, SNCF. Je travaille au sein de la DCS, Direction Cybersécurité, et je suis responsable du département accompagnement de la sécurité dans les projets. Donc, en fait, le groupe de travail a été initié suite au constat du fait qu'on n'avait pas en fait de PAX commun de domaine ferroviaire et du transport. Il n'y avait pas vraiment de suivi au niveau des contrats signés de tout ce qui était les aspects cybersécurité, et qu'il y avait vraiment un besoin de proposer un PAX qui aborde les exigences cybersécurité avec une vision partagée par tous les opérateurs de transport, d'avoir un même document. Voilà, ça simplifie un petit peu les rapports qu'on a avec les prestataires et tout ce qui est contractualisation. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un document commun qui reprend des exigences communes, aussi des exigences qui ont été un peu revues, mises en qualité, parce que chacun avait un peu une vision propre dans son domaine. Ça nous a permis justement cette mise en qualité, de l'orienter pour tout ce qui est prestations IT, mais aussi tout ce qui est domaine industriel. Voilà, faire des documents autoporteurs. Et ce qu'on souhaite mettre à la suite de ce chantier, c'est d'avoir des processus clairs sur l'évaluation des fournisseurs. C'est-à-dire que si on contractualise avec un fournisseur, on a un peu une photo à jour de sa maturité cyber, et voir comment on va gérer les risques, les processus par rapport à un contrat et à tout ce qui est cyber. Donc, on a commencé par faire un état des lieux, à partager nos livrables, et puis après, on s'est un peu réparti en fait par petits groupes les différents domaines. Alors, les domaines qui sont repris dans ce PAX, c'est les domaines qu'on retrouve notamment dans l'ISO 27000. Ça peut être l'accès au SI, la protection de la data, enfin voilà, l'aspect juridique. Donc, on s'est un peu réparti les tâches, identifié les différentes thématiques. Et là, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est un peu une mise en qualité pour que le wording du document soit homogène, parce qu'en fait, on a constaté que côté Transdev, côté RATP, en fait, on n'avait pas la même façon de formuler les choses. Et cet atelier nous a permis justement de voir des fois certaines choses qu'on proposait, mais qui n'étaient pas compréhensibles. C'est-à-dire, comme on a travaillé depuis longtemps sur nos PAX, on tournait un peu en rond et on avait un peu perdu l'esprit critique. Et l'intérêt de ce groupe de travail, c'est d'avoir un peu pris du recul par rapport aux exigences qu'on avait dans notre propre entreprise. Donc effectivement, aujourd'hui, comme expliquait Pascal, on travaille sur la portée plutôt IT, mais il est prévu dans un second temps d'avoir une portée aussi OT. Ce qu'on veut faire de ce document, finalement, c'est vraiment un document qui doit suivre l'entièreté de la sécurité du suivi de la prestation auprès de nos prestataires. Donc, c'est un document finalement qui a 3 objectifs. Premier objectif, c'est un suivi de conformité. Donc, on l'expliquait, ce sont des exigences qui sont en lien avec des référentiels réglementaires et normatifs connus. Donc, on a prévu de faire un mapping des différentes exigences pour qu'on ait vraiment une compréhension globale et assurer auprès de nos prestataires que ce sont des exigences qui sont connues et reconnues. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième objectif, et qui je pense est le plus important et qui est très en lien finalement avec les éléments qui sont remontés depuis le début de cette présentation, et notamment avec les tables rondes, c'est un outil de maturité et d'évaluation de nos fournisseurs. Alors, on part du principe que nos gros fournisseurs, gros industriels sont plutôt bien bordés déjà dans leurs organisations en termes de cybersécurité, mais ce qui n'est pas le cas forcément aussi des petites entreprises avec qui on travaille. Et donc, l'idée avec ce document, c'est de s'assurer qu'on a un niveau d'exigence qui déjà aura été établi en fonction de la prestation qui est attendue, en fonction aussi de sa criticité finalement et de son contexte. Et c'est de s'assurer que les sociétés qui souhaitent se positionner, eh bien, ils répondent à ces conformités, à ces exigences. Et donc, à ce moment-là, on va vérifier, pour ce type de prestation, pour cette criticité, cette exigence, on va apporter différentes flexibilités. Donc, une flexibilité nulle, c'est-à-dire qu'on part du principe que si tu n'es pas conforme à cette conformité, à cette exigence, pardon, ça va être compliqué de continuer.
Donc là, il y aura peut-être possiblement à l'avenir un côté rédhibitoire si certaines exigences ne sont pas mises en application, en tout cas mises en application par le fournisseur. Et on peut avoir aussi des exigences plutôt ouvertes. Donc là, on se dit, OK, tu n'es pas conforme aujourd'hui à cette exigence, mais on va définir, on va déjà étudier ta maturité, à quel niveau tu es, et on va définir ensemble, si nécessaire, un plan de montée en maturité. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on est d'accord avec le prestataire pour dire OK, tu es conforme et on s'assure tout le long de la prestation que tu le restes, ou alors tu ne l'es pas. Et dans ce cas-là, on va faire un suivi du plan de traitement, d'action, de recommandations qu'on a pu faire ensemble, et donc s'assurer un suivi du document. Donc ça, c'est le troisième objectif finalement de ce document-là, c'est de se dire, on a un niveau d'exigence qui est attendu pour ce type de prestation. Tu es conforme sur certaines, tu n'es pas conforme sur d'autres. Et bien dans ce cas-là, comment est-ce que je m'assure un suivi du bon niveau de conformité? Et surtout, est-ce qu'on applique ce plan de traitement ou ce plan de montée en maturité qu'on aura défini ensemble? Donc là, il faudra mettre en place dans ce document des instanciations, donc des revues avec des fréquences qui auront été établies entre les deux parties, des audits qui pourront être commandités, différents éléments finalement qu'on va proposer pour s'assurer que ce document est bien suivi et qu'il s'assure un niveau de sécurité, en tout cas au niveau minimal attendu pour le type de prestation qui sera à fournir par le fournisseur. Donc la suite, hein, c'est une fois qu'on aura bien abordé sur la partie, la portée IT, pardon, l'idée c'est de faire exactement le même travail sur la partie outils, donc pareil en s'appuyant sur des référentiels existants, donc, et puis aussi avec les parties prenantes plutôt expertes sur ces sujets-là. Comme on l'expliquait tout à l'heure aussi, on est en train de formaliser et de faire un document qui soit compréhensible et lisible. Néanmoins, on voudrait le faire relire aussi et le faire valider par nos parties prenantes et puis nos juristes en interne, s'assurer que ce document, qui est un document à portée contractuelle, et bien finalement ce qu'on met dedans est aussi juridiquement en tout cas applicable. Donc ça, ce sont des éléments aussi qu'on est en train de mettre en avant. Et puis, le processus de contrôle, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, effectivement, pour s'assurer qu'on est bien en phase avec tous les éléments associés au niveau de conformité des exigences qui auront été établies pour la prestation qui sera déroulée. Alors, tout comme vos prédécesseurs, il y a peut-être des questions sur le sujet PAX dans la salle ou à distance. On est dans les temps, donc on peut se permettre de prendre une ou deux questions si ça vous va. Oui, je t'en prie. J'ai une question sur le slide précédent. Celui-là. Oui, sur le concept de exigence à flexibilité nulle pour le PAX. Sur la cybersécurité, c'est toujours un peu difficile d'être à 100% sur une exigence. Est-ce que c'est exigence à flexibilité nulle sur finalement l'effort qui a été réalisé pour essayer d'arriver à l'objectif, ou vraiment sur le résultat? Parce que voilà, mettons sur de la data, si tu as ta data, tu dis qu'elle est stockée en Russie. Il y a des cas précis. D'accord. On peut mettre un F0 parce qu'on l'estime à date sans vraiment décliner. Je pense qu'après, effectivement, ce sera adapté en fonction de la prestation, des niveaux d'exigence qui est attendu. On peut donner des recommandations de dire, avoir au moins un référent sécurité dans votre entreprise. S'il n'y en a pas, c'est un peu l'idée. Il est vrai qu'il y a certaines exigences où on paraît, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même obliger. Alors, rendre le critère éliminatoire, ça peut être un petit peu trop prématuré aujourd'hui, notamment si on fait monter en maturité nos petites entreprises. Néanmoins, c'est se garder en tête qu'à terme, ça deviendra en tout cas une exigence à flexibilité nulle. Et à un moment donné, une société qui monte en maturité sur une prestation le sera dans tous les cas sur les autres. C'est vrai que dans le ferroviaire, quand on reçoit des contrats, on a toujours 99% d'exigence F0 et 1% d'exigence F1. Et quand on regarde sur la cybersécurité, on est toujours encore dans des zones floues. Et il faut savoir un petit peu adapter. Comment je fais monter, mais sans trop bloquer non plus. Enfin, on a des obligations de concurrence, donc on ne peut pas éliminer des sociétés parce qu'elles ne répondent pas à nos exigences. On doit se couvrir justement. Les nouveaux contrats 4 qu'on a lancé cette année, c'est qu'on a embarqué en fait le PAX. Ça fait partie en fait de la note sélection du candidat. Il peut y avoir aussi des L0. Ça peut devenir un document de choix, en tout cas qui peut faire pencher la balance. C'est aussi dans la RATP. L'intérêt, plus c'est fait en amont, en fait, le prestataire joue le jeu, remplit correctement le déclaratif. On arrive à un niveau de qualité qui est bien meilleur. Il y a une certaine époque où finalement le PAX arrivait un petit peu après.
Ça avait beau être finalement une annexe au contrat, mais pas d'une qualité très construite. Parce qu'il y a pas plusieurs questions dans la salle, mais on a une première question à distance, on va la prendre quand même parce que c'est bien. Je vous la lis. Alors, après avoir défini un format PAX commun, avez-vous pour objectif une certification, une validation commune pour éviter de répondre N fois à un prestataire ou à N donneurs d'ordre? Partager nos PAX. Quelque chose effectivement qu'on a aussi côté RATP, on réfléchit, en tout cas, donc ça doit s'intégrer dans un process achat aujourd'hui qui existe, qui est présent, et on réfléchit, en tout cas la RATP, on réfléchit contrat. Donc effectivement, mais ça c'est partout, quel que soit de toute manière le type de prestation, fournisseur qui se présente sur la réalisation d'un système, va se présenter sur plusieurs marchés, et à chaque fois il devra remontrer finalement patte blanche, montrer les éléments. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie aussi de regarder avec les achats, mais s'ils n'ont pas réussi à le faire sur d'autres types de prestations, je trouve malheureusement aujourd'hui le pass, en tout cas pour tout ce qui est domaine public, en tout cas comme nous, après les sociétés privées. Alors là, on a une première question, je crois qu'il y en avait une deuxième juste derrière, troisième, et la quatrième, je ne l'ai pas. Ah d'accord. Il y avait une question là, et après, Quentin, je te donnerai. Ouais. Donc, en fait, c'était pour répondre à la question, avoir une certification commune pour éviter de répondre N fois pour un prestataire à N donneur d'ordre. Donc, d'après ce que je comprends, c'est qu'on aurait un PAX qui serait validé à la fois pour la SNCF, pour RATP ou autre. Notre objectif, c'est d'avoir un modèle commun, d'intelligence commune, mettant charge à chaque entreprise de qualifier, de valider son prestataire. En gros, c'est pour dire que si nous, on valide côté RATP, effectivement, ça donne une présomption que côté SNCF, ça sera bon, puisqu'on a les mêmes exigences, mais ça ne dit pas que la SNCF va valider de la même façon, en fait, le prestataire RATP. Et comme on a des prestataires communs, ça peut faciliter le travail du prestataire. Voilà. Ça mutualise en fait la réponse. Et peut-être un point sur la genèse de ça. Ouais. Les industriels, et qui, de façon très à droite, nous ont dit mais c'est juste complexe de répondre parce que le PAX de la SNCF est comme ça, le PAX de la RATP est comme ci, et à chaque fois c'est des choses différentes pour nous tous. Donc on en avait parlé entre nous, et l'idée c'était vraiment d'essayer aussi de faciliter la vie des industriels parce que ça nous arrange tous à la fin, de façon à ce qu'on n'ait plus que un PAX, je dirais, ou en tout cas un corpus qui pourrait être à 90, peut-être 100%, commun aux entités. Et ça, c'est important parce que ça facilite à la fin la vie de tous. Et je conclurai là-dessus. Après, je souhaite dire un petit mot. Ouais, bien sûr. Une réaction par rapport à la question et ce qui vient d'être dit. On a, on va dire, instancié ce principe déjà chez SNCF avec ce qu'on a appelé à un moment le PAX de confiance. On se rend bien compte qu'effectivement, sur les requis, alors là, l'alignement des requis au sein du GE-TCFU, ça va forcément simplifier la vie de tout le monde parce que déjà, on ne va plus avoir qu'un seul cadre documentaire de réponse. Après, Alstom, Siemens, Hitachi, compagnie des signaux, quand il va délivrer un système à nous, opérateurs, il va avoir une structure d'entreprise, une organisation d'entreprise qui va être très souvent commune, ce qui fait que le PAX du projet X, Y, Z avec l'opérateur A, B, C, D, finalement, il y aura, alors je dis 90, je ne sais pas si c'est vraiment 90, mais il y aura certainement un bon 3/4 où ça sera toujours les mêmes réponses. Et donc, finalement, quand ça aura été challengé dans le cadre du projet X, Y et Z avec A et B, ça sera fait pour tous les autres. Et puis, par contre, quand si on achète un matériel roulant à Alstom, un CBTC à Siemens ou un tiroir de contrôle commande à Compagnie des Signaux, les sous-traitants, ça ne va pas forcément être les mêmes à chaque fois qu'on va faire les projets. Les enjeux de tierces connexions entre SI, fournisseurs et opérateurs, ça ne sera pas forcément exactement toujours la même chose d'un projet à un autre. Et donc, c'est sur ces éléments de variation liés au projet, ou peut-être certainement à 20%, où il va falloir adapter à chaque projet, dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres, le contexte du projet. Mais finalement, quand on aura 80% qui est déjà écrit et qu'on peut redélivrer un peu à chaque fois, sauf évolution, bien sûr, dans l'organisation respective, parce que d'un projet à l'autre, il y a aussi d'une date à l'autre. Mais finalement, la contextualisation de projet, elle sera beaucoup plus limitée sur un document commun. Et autre réaction, on parle de la partie OT avec le mapping qui est prévu avec la 62-443. Il faut aussi penser que nos industriels français vendent à l'international
Et justement, d'avoir un PAX commun entre opérateurs français, c'est très bien. Mais de s'aligner avec un standard qui est la 62443-2-4 pour ne pas la nommer sur le sujet de la supply chain, ben, c'est aussi un avantage pour nos industriels français d'avoir quelque chose qui vont aussi, sur les 80%, aller revendre à nos voisins européens ou voire internationaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Une réaction au fond là-bas? Comment vous envisagez la descente en cascade? D'arriver à un moment où ça sera un petit PME qui fournit une petite brique et qui rencontre. Côté SNCF, en fait, les exigences doivent être déclinées sous-traitants de niveau dessous. Donc ça, c'est dans les clauses. Effectivement, il y a une obligation contractuelle qui dit qu'on doit, dès que la société fait appel à un sous-traitant, les clauses du PAX doivent s'appliquer aussi à son sous-traitant. Donc là, on met le risque sur le fournisseur de s'assurer qu'il y ait bien que les exigences, voilà, exactement, soient bien traitées. Après, ça n'empêche d'aller auditer, effectivement. Donc, c'est les instances qu'on pourrait mettre en termes de chercher si le document est bien appliqué. On peut aller auditer les sous-traitants second rang, vérifier qu'on est bien dans les coûts. Merci à vous deux. Je pense qu'on est bien. Merci. Merci. Moi, je vais me permettre une petite réaction juste avant de laisser le mot de clôture, parce que c'est vrai qu'au Campus Cyber, une des volontés initiales du Campus Cyber, c'est quand même de créer des communs et d'aller chercher à travers ça de la standardisation pour faire en sorte que nos écosystèmes soient le plus efficients possible. Et c'est vrai que sur les deux projets que vous portez, en tout cas, de notre regard à nous, c'est hyper intéressant, en tout cas comme cas d'école, et pourquoi pas à reproduire dans d'autres domaines. On a essayé de faire un peu de rapprochement entre mobilité et ferroviaire, même si on n'a pas encore trouvé exactement toutes les zones. Mais en tout cas, nous, on serait très friands aussi de mettre en avant les productions que vous avez faites, et puis pourquoi pas, le cas échéant, peut-être témoigner de comment ça s'est passé sur 2 ans d'expérience, parce que c'est quand même un parcours particulier de réussir à faire travailler à la fois les opérateurs, les industriels, tous ensemble, et arriver à en tout cas, l'émergence de solutions qui, a priori, semblent dans l'intérêt de tout à chacun, et qui pourraient, pourquoi pas, amener à avoir un peu d'influence aussi sur de la réglementation, ce qui serait, dans certains cas, pas un mal aussi, je suppose. Sur ce, je vais laisser le mot de la fin à Jean-Christophe, si tu veux bien. Merci Fabien. Je vais parler au nom du COPIL. On ne l'a pas calé, mais j'assume pleinement ce que je vais dire et je crois que si vous n'êtes pas d'accord, je vous laisserai m'interrompre. Indépendamment de ce qui a été présenté, et je l'ai dit en introduction, parce que vous êtes principalement là tous, je souhaite remercier vivement et sans ordre de préférence Alstom, Siemens, Hitachi et la compagnie Dissigno, parce que vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On le sait tous, dans nos boîtes, le temps, c'est de l'argent et vous ne comptez pas. Et sur les slides, ça peut représenter peu de choses. Je ne suis pas là tout le temps, mais je suis au quotidien ce que fait Jamila, ce que fait Alphonsine. Merci à toutes les deux, parce que c'est là aussi du temps et de l'énergie pour regrouper tout ça, faire des comptes rendus, essayer de faire que les travaux avancent. C'est aussi grâce à elles que ça tourne. Merci aux industriels de venir. Et au-delà de tout ce qu'on voit sur les slides, ce que moi je vois, et je l'ai vu là dans les présentations et je l'entends dans les couloirs quand on discute les uns les autres, je le vois avec mes homologues de la RATP, de Transdev, de Keolis, c'est une histoire d'être humain. Et je pense qu'on a parlé de systèmes, et si on veut les protéger, nos systèmes, ça ne marchera que mieux si on se connaît. Et ces groupes de travail, à défaut de créer de la valeur au travers d'un livrable ou d'un autre, c'est des gens qui se connaissent, et quand quelque chose ne va pas bien, on sait se trouver, on sait s'appeler, on se connaît, on sait comment le collègue va réagir, on sait ce qu'on peut demander, ça marche. Je regarde François quand je dis ça, parce que ça va faire 1 an à peu près, jour pour jour, que des sabotages ont eu lieu sous nos lignes à grande vitesse. Et au démarrage, on ne sait pas ce qui se passe, et on est content de pouvoir appeler à droite ou à gauche et avoir de la ressource. Et ça, ce n'est pas dans les slides, c'est juste de l'être humain, du ressenti. Et pour ça, merci à tous, et ça n'a pas été fait. Je pense qu'il faut tous s'applaudir pour ce boulot-là qui est fait, et merci à tous. Eh bien voilà, je pense que ça va clore notre session d'aujourd'hui, le Connect d'aujourd'hui, et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci beaucoup.